Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est un parfait exemple de l'information totalement inutile et donc absolument indispensable. C'est le genre de question qu'on se pose quand on est enfant, et puis on grandit, on l'oublie, on s'est dit que la réponse doit être toute simple, mais en fait, elle est bien plus fascinante qu'on l'imagine. Alors voilà le mystère du jour. Cette immense étendue bleue au-dessus de nos têtes, ça semble être une constante, une évidence, on n'y fait même plus attention. Mais la science qui explique cette couleur, c'est une véritable petite enquête, qui mélange de la physique, de la chimie et même un peu de biologie. Allez, c'est parti, on mène l'enquête ensemble. Ok, premier indice, et pas des moindres, pour résoudre notre énigme. La lumière qui nous arrive du soleil, celle qu'on voit comme étant blanche ou un peu dorée, eh bien, elle nous cache bien son jeu. En réalité, c'est une sorte de cocktail de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et la personne qui a découvert ça, c'est le grand Isaac Newton, au XVIIe siècle. Son expérience est d'une simplicité juste géniale. Il a pris un simple prisme de verre, il a fait passer un rayon de soleil à travers, et hop, la lumière s'est décomposée en un spectre complet de couleurs. Exactement comme un arc-en-ciel. C'est comme ça qu'il a prouvé que le blanc n'est pas vraiment une couleur, mais la somme de toutes les autres. Maintenant, et c'est là que ça devient super intéressant, chaque couleur a sa propre signature. C'est ce qu'on appelle sa longueur d'onde. Il faut s'imaginer la lumière comme des vagues. Les couleurs comme le bleu et le violet, ce sont des vagues très courtes, très rapides et pleines d'énergie. À l'inverse, le rouge et l'orange, ce sont des vagues beaucoup plus longues, plus lentes, plus tranquilles, on va dire. Gardez bien cette différence en tête parce que c'est la clé de tout le mystère. Bon, on a notre premier suspect, la nature de la lumière elle-même. Maintenant, il nous faut le deuxième acteur principal de notre histoire, l'atmosphère terrestre. Oui, cette couche de gaz invisible qui nous entoure et nous protège. C'est sur ce terrain de jeu que tout va se passer. Et voilà le nom du coupable si on veut, la diffusion de Rayleigh. C'est nommé d'après le physicien Lord Rayleigh qui a décrit tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand la lumière du soleil arrive et percute les minuscules molécules de gaz dans notre air, c'est un peu le chaos. Les ondes lumineuses sont projetées dans tous les sens. Mais, et c'est ça le point crucial, elles ne réagissent pas toutes pareilles. Les ondes courtes, comme le bleu, sont beaucoup plus dispersées que les ondes longues, comme le rouge. Imaginez des milliards et des milliards de petites boules de flipper microscopiques qui renvoient la lumière bleue dans absolument toutes les directions. C'est ce qui se passe là-haut. Du coup, peu importe où on regarde dans le ciel, on reçoit cette lumière bleue qui a été éparpillée partout. C'est ça qui donne au ciel cette apparence d'une immense coupole bleue. Pendant ce temps, le rouge, lui, il continue sa route plus ou moins tout droit. Et là, logiquement, on devrait se poser une question. Si les ondes les plus courtes sont les plus dispersées, et si on sait que le violet a une onde encore plus courte que le bleu, eh bien notre ciel devrait être violet, non? C'est une excellente question et ça rajoute un petit rebondissement à notre enquête. Alors la solution, elle se trouve à la croisée des chemins entre la physique et la biologie. D'une part, il y a nos yeux. Leurs capteurs sont tout simplement beaucoup plus sensibles à la lumière bleue qu'à la violette. Résultat, on perçoit le bleu de manière bien plus intense. Et d'autre part, la haute atmosphère absorbe une bonne partie de cette lumière violette avant même qu'elle puisse arriver jusqu'à nous. Et voilà, le mystère est résolu. Évidemment, le ciel n'est pas tout le temps bleu. On a tous en tête ces images incroyables de lever ou de coucher de soleil, quand le ciel s'embrase de rose, d'orange, de rouge. Eh bien, c'est toujours notre fameuse diffusion de Rayleigh qui est aux commandes pour ce spectacle. Alors, comment ça marche? C'est simple. Le matin et le soir, le soleil est très bas sur l'horizon. Du coup, sa lumière doit traverser une couche d'atmosphère beaucoup plus épaisse pour nous atteindre. Et pendant ce long voyage, la lumière bleue est tellement diffusée, tellement éparpillée, qu'elle finit par ne plus être visible pour nous. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, ce sont les ondes les plus longues, celles qui tracent plus droit, le rouge, l'orange et le rose. D'ailleurs, pour bien comprendre l'impact des particules dans l'air, cet exemple historique est juste fou. Quand le volcan Krakatoa est entré en éruption, il a projeté tellement de cendres et de particules dans l'atmosphère que pendant des années, partout sur la planète, les couchers de soleil étaient d'un rouge spectaculaire. Plus il y a de choses dans l'air, plus la diffusion est accentuée. On pourrait croire que le bleu du ciel est une constante, qu'il est le même partout sur Terre. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. La nuance exacte de bleu dépend beaucoup de l'endroit où l'on se trouve. Par exemple, si on est en haute montagne, l'air est plus pur, plus fin. Il y a moins de molécules pour diffuser la lumière. Le ciel apparaît alors d'un bleu très profond, presque sombre. À l'inverse, dans une grande ville, les particules de pollution s'ajoutent aux molécules de l'air, ce qui diffuse un peu toutes les couleurs et donne au ciel cet aspect plus pâle, un peu laiteux, voire grisâtre. Et bien sûr, dans l'espace, pas d'atmosphère, donc pas de diffusion. Le ciel est tout simplement noir. Allez, juste pour le plaisir, on se fait une petite rafale de faits fascinants sur notre ciel.
C'est le pur esprit, tu savais ça, des infos parfaites à ressortir pour impressionner un peu son monde. Premier fait, le bleu du ciel change un peu avec les saisons. En été, l'air est souvent plus chaud et plus sec, ce qui donne un bleu plus profond, plus intense. En hiver, avec plus d'humidité et des températures basses, il est souvent un peu plus pâle, plus laiteux. Avant qu'on ait la science pour tout expliquer, il y avait les mythes. Chez les Vikings, par exemple, on racontait que les dieux avaient fabriqué le ciel en utilisant le crâne d'un géant du nom d'Ymir. C'est un peu moins scientifique, mais avouons-le, c'est beaucoup plus épique. Celui-là, il fait réfléchir. Il nous rappelle que notre vision du monde est purement humaine. Les abeilles, elles, voient dans l'ultraviolet. Leur ciel à elles est donc rempli de motifs et de couleurs qui nous sont totalement invisibles. Notre ciel bleu, au final, n'est pas une vérité absolue. Et pour finir, un peu d'étymologie, de poésie des mots. Le mot azur, qui décrit ce bleu si profond, nous vient de l'arabe lazaward. Et l'azaward, c'était le nom du lapis-lazuli, cette pierre d'un bleu intense qu'on utilise depuis des milliers d'années. C'est beau, non? Donc si on résume, la couleur du ciel, ce n'est pas qu'une simple question de physique. C'est le résultat d'une collaboration assez incroyable entre la nature de la lumière du soleil, la composition chimique de notre atmosphère et enfin, la biologie si particulière de nos propres yeux. Voilà qui laisse un peu songeur, non? Imaginons une seule seconde qu'on puisse voir les infrarouges ou les ultraviolets comme les abeilles. Le ciel, les plantes, les objets, tout notre environnement aurait des couleurs radicalement différentes. Ça nous rappelle que la réalité qu'on perçoit, finalement, ce n'est qu'une toute petite partie du monde qui nous entoure. À bientôt pour une prochaine info!